Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce podcast est le premier podcast d'une série intitulée L'écologie de l'arbre, où je vous présenterai les différentes facettes de la vie d'un arbre. Et pour cela, j'irai interviewer différentes personnes qui connaissent bien l'arbre, comment il fonctionne, et notamment des chercheurs, ou écologistes ou biologistes qui travaillent sur l'arbre. Alors avant d'examiner comment vit un arbre, on va essayer déjà de définir ce qu'est un arbre. Donc vous savez reconnaître un arbre, si vous avez la chance par exemple d'en voir à travers la fenêtre, vous savez reconnaître un arbre, vous n'allez pas dire que c'est un chameau, une souris, une algue ou une mousse. Mais si on essaie de trouver une définition, on peut dire déjà que c'est un végétal qui a des organes différenciés, c'est-à-dire qu'on peut bien distinguer des racines, des tiges, des feuilles. Et de par la présence des racines, c'est un végétal qui peut être planté ou se planter. Donc on parle généralement de plantes. Et au sein des plantes, on peut faire deux grands groupes que l'on nomme d'un côté les plantes ligneuses et d'un autre côté les plantes herbacées. Alors ligneux vient en fait du mot lignine, qui est une molécule, une très grande molécule, qui est très abondante dans le bois. Et en fait, on appelle plantes ligneuses les plantes qui possèdent du bois. Ainsi, bien sûr, les arbres ont le bois, et vous savez que souvent on les utilise de par leur production de bois. Les plantes herbacées, au contraire, n'ont pas ce tissu ligneux, donc ce bois. Et par exemple, la pâquerette, les pissenlits, les pommes de terre, etc., ne sont pas des plantes ligneuses, mais sont des plantes herbacées. Alors, dans les plantes ligneuses, on peut distinguer de par leur taille des arbrisseaux, des arbustes et des arbres. C'est une affaire donc de hauteur. Et on met une limite qui est complètement arbitraire à 7 ou 9 mètres selon les personnes. Et on dit qu'au-delà de 9 mètres, par exemple, la plante ligneuse considérée est un arbre. Et morphologiquement parlant, on va reconnaître un arbre de par la présence d'un tronc, c'est-à-dire une tige qui est relativement bien développée, où il peut y en avoir plusieurs troncs parfois pour un même arbre, et tout un ensemble de branches qui portent des feuilles selon les saisons, et ces branches, l'ensemble de ces branches formant ce qu'on appelle le houppier. H-O-U-2-P-I-E-R. J'en profite pour placer ce mot si vous ne le connaissez pas. Et puis bien sûr, il y a tout un système racinaire souterrain que l'on ne voit pas, mais qui peut avoir l'ampleur de l'ensemble des ramifications des branches aériennes. Alors, vu comme ça, on se dit, c'est tout simple quand même, voilà, on sait ce que c'est qu'un arbre, on le reconnaît, on peut le définir en ces termes. Mais en fait, je me rappelle avoir entendu Francis Allais, qui est un botaniste de Montpellier, qui a beaucoup travaillé sur les arbres, notamment en forêt équatoriale, sur leur architecture, et qui disait, à force en fait d'étudier les arbres, qu'il avait du mal à définir ce que c'était qu'un arbre. Et il trouvait même que c'était impossible de trouver une définition générale pour tous les arbres qu'il avait pu observer. Et cette remarque de quelqu'un qui a beaucoup observé sur le terrain tous ces arbres est intéressante. Et en science, il faut bien réaliser que l'on catégorise, que l'on classe, que l'on nomme, que l'on délimite, que l'on définit. Bien sûr, c'est très important pour structurer notre pensée et aller analyser ces différents éléments. Mais souvent, quand on pousse la recherche et l'observation à des niveaux très fins ou de manière très complète, on s'aperçoit que les limites de départ qui nous avaient servi à définir ce qu'on voulait étudier, ou une catégorie de choses ou de sujets ou d'êtres vivants, c'est pas si facile de les conserver. C'est pas si facile de conserver en fait la définition initiale. En fait, de par la continuité des formes entre les différentes plantes, de par la continuité aussi du fonctionnement, eh bien forcément, on va être amené à se poser des questions de est-ce qu'on peut finalement mettre des limites pour définir quelque chose. En tout cas, ces limites sont amenées aussi à changer, à être remises en question. Et c'est ça, je trouve, qui est vraiment intéressant aussi au sein de la science. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas voir la science comme quelque chose de figé, même pour des choses très simples qui paraissent vraiment très faciles à définir. Mais en fait, quand on va observer ça de manière très fine, de manière très complète, on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça. Bon, mais après, c'est pas grave, on peut toujours utiliser la définition générale et puis c'est pas un problème dans le quotidien. Alors pour essayer de comprendre pourquoi ça peut être difficile de définir un arbre, notamment pour les chercheurs qui s'y intéressent de près, on va interviewer Sophie Nadeau, qui est professeure à l'université Paris-Saclay, dans le laboratoire Écologie systématique et évolution. Bonjour Sophie. Bonjour Claire. Donc est-ce que tu pourrais nous éclairer sur pourquoi ça peut être difficile de définir ce qu'est un arbre ? Regardons d'abord ces photos de plantes.
elles ont toutes une hauteur dépassant une dizaine de mètres. En faisant abstraction de toute connaissance scientifique par ailleurs, est-ce que vous diriez que ce sont des arbres? Eh bien, probablement que oui. Et si je vous demande pourquoi, vous répondrez probablement que c'est parce qu'elles sont grandes et qu'elles possèdent un tronc et des feuilles vertes. Vous vous êtes fié pour cela au port de la plante, c'est-à-dire à son aspect extérieur général. Vous avez reconnu ici des plantes à port arborescent, un terme qui qualifie des plantes dont la hauteur dépasse quelques mètres, typiquement 7 à 10 mètres, et dont la tige, que vous qualifieriez probablement de tronc, est dépourvue de ramifications dans sa partie inférieure. Ces 4 plantes rentrent donc dans la catégorie des plantes à port arborescent. Mais est-ce que ce sont des arbres pour autant? Eh bien, ça dépend de la façon dont la tige est organisée à l'intérieur. Chez l'érable et le pin, presque tout l'intérieur de la tige est occupé par un tissu qui forme des cercles concentriques. Ce tissu, c'est du bois, et les cercles s'appellent des cernes, on dit d'ailleurs un cerne. Le bois est un tissu ligneux, il assure la conduction de l'eau et des minéraux dans la tige vers les feuilles, mais il permet également à la tige de croître très haut en restant rigide. Le bois, c'est le constituant principal de la tige de tous les arbres des forêts tempérées. Il est protégé par une écorce et l'ensemble forme un tronc. Chez le cocotier, en revanche, il n'y a pas de bois. L'intérieur de la tige est occupé par une multitude de points qui correspondent en réalité à des tissus conducteurs. On retrouve ici la fonction de conduction de l'eau et des minéraux. Ces tissus sont associés à des fibres ligneuses. Chaque petit point est en fait coiffé d'un paquet de fibres. Et c'est le nombre très élevé de ces fibres ligneuses qui permettent à la tige de certains palmiers d'atteindre des hauteurs vertigineuses, tout en restant mince et souple, comme c'est le cas par exemple du palmier à cire du Quindio en Colombie qui peut atteindre 65 mètres de haut. La protection de la tige est assurée par la base des feuilles qui persistent même lorsque la feuille est tombée, formant une sorte d'armure autour de la tige. Chez la fougère arborescente, qui appartient ici au genre Dicksonia, c'est un peu plus compliqué. Pour simplifier, il y a des tissus conducteurs au centre, parmi lesquels on retrouve le xylème qui conduit l'eau et les minéraux, et toute la zone périphérique épaisse est formée d'un entrelac de racines. Oui, des racines, vous avez bien entendu, ces racines qui se forment à partir de la tige et qui sont entrelacées avec la base des feuilles anciennes qui persistent. Et l'ensemble protège les tissus conducteurs et assure la rigidité de la tige. Alors vous avez remarqué peut-être que je n'ai pas parlé de tronc pour les palmiers et les fougères arborescentes. En effet, les botanistes ne s'accordent pas tous sur la définition du tronc, pas plus d'ailleurs que sur la définition de l'arbre. Une partie de la communauté des botanistes qualifie d'arbres seulement les plantes ligneuses possédant du bois, comme l'érable et le pin. La tige forme alors le tronc. Les palmiers qui n'ont pas de bois ne seraient pas de vrais arbres, mais plutôt des sortes d'herbes géantes. Leur tige est appelée le stipe pour marquer la différence avec un vrai tronc. Même chose pour les fougères arborescentes, dépourvues de vrai bois, sauf que leur tige est plutôt appelée codex, qui signifie souche en latin. Alors, arbre ou pas arbre? Bref, de quoi y perdre son latin. Merci Sophie. Alors vous voyez, Sophie Nadeau nous a éclairé sur un aspect qui peut amener une divergence de définition de l'arbre, qui repose ici en fait sur la définition de ce qu'est un tronc. On a vu qu'il était important dans ce cadre de regarder à l'intérieur de la tige principale de la plante, comment c'est structuré. Et puis les botanistes ne s'entendent pas forcément sur la définition du mot tronc par rapport à la structure à l'intérieur de la tige, mais en fait ils s'accordent bien sûr sur la structure constatée à l'intérieur de la tige. Ces différents points de vue sur une définition d'un terme est importante à considérer, que ce soit à l'intérieur de la science, mais aussi quand la science passe, je dirais, dans la société, parce que souvent en science, et on en reparlera pour d'autres sujets, des termes du langage courant sont utilisés comme termes scientifiques, mais ayant une définition bien précise qui n'est pas celle couramment utilisée. Et cela peut induire en fait des mauvaises interprétations. Au fur et à mesure de notre périple autour de l'arbre et de son écologie, on rencontrera peut-être d'autres personnes qui nous éclaireront sur d'autres aspects complémentaires qui peuvent induire une difficulté à définir ce que c'est qu'un arbre, y compris dans le groupe de l'arbre défini avec le tronc au sens strict, c'est-à-dire qui comporte du bois. À bientôt pour continuer notre découverte de l'arbre et n'hésitez pas à saluer les arbres que vous rencontrez sur votre chemin.
Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!